Bonjour Jean-Louis Richet. Bonjour. Jean-Louis Richet, vous êtes maître de conférence en système d'information, vous êtes co-directeur de la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne. Jean-Louis Richet, je comprends rien, moi, aux nouvelles criminalités, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors c'est une question, alors est-ce que vous avez 3 heures devant vous pour y répondre? Non, j'ai 5 minutes. Ok, d'accord. Ok. Bon, la nouvelle criminalité, en fait, nouvelle forme de criminalité. Donc si je fais un petit focus, j'aimerais plutôt vous parler du coup de blanchiment d'argent en ligne. Ouais. Une forme de nouvelle criminalité, il y en a plein d'autres, hein. Il y a la fraude organisée en ligne, donc la fraude au clic, tout ce qui est ad fraud. Il y a la revente de malware en ligne. Il y a toutes les arnaques qu'on peut faire en physique qui sont dématérialisées. Il y a le e-warring, la pédopornographie, la prostitution en ligne. Voilà. Il y a le blanchiment. Oui, il y a même en fait la revente de cartes de crédit volées. Donc il y a plein de sujets au choix. Peut-être qu'on peut faire un petit focus sur le blanchiment d'argent en ligne. C'est parti. Ça marche. Alors, le blanchiment d'argent en ligne, ça attire de plus en plus de cybercriminels parce que ça leur permet de passer en dessous des radars. Alors, je m'explique. On ne va pas parler de blanchiment classique, hein, de technique un peu d'obfuscation du chemin de l'argent, hein, qu'on voit, hein, dans le smurfing et autres, hein, dans plutôt la partie classique. Alors, on ne va pas parler de revente, de cartes cadeaux, ce genre de trucs qui sont assez classiques finalement, mais plutôt des trucs un peu à la pointe, des trucs un peu innovants. Et parmi ces choses un peu innovantes, c'est l'usage d'échangeurs pour blanchir de l'argent. Donc les échangeurs, c'est un truc qui existe depuis 15 ans, hein, depuis les débuts de la blockchain et les débuts des crypto-monnaies. Et donc ces échangeurs, ça vous permet d'échanger des dollars contre de l'Ethereum, contre du Dogecoin, du Bitcoin ou autre. Et à une certaine époque, au début des cryptos, ces échangeurs, ils étaient pas du tout réglementés, hein. C'était des trucs gérés un peu à l'arrache, avec derrière un business model où ils prélevaient des fees sur les transactions. Donc la qualité de l'argent qui était échangé, c'était pas trop quelque chose qui les intéressait. Et il y a eu même le cas, on a vu récemment, certains échangeurs, même encore aujourd'hui, hein, se sont fait taper sur les doigts pour des raisons de Know Your Customer Policy. Et donc ça a démarré. Mes recherches, hein, sur le sujet, 2010-2012, ont démarré par les études des échangeurs des darknets. Voilà, du dark web, hein. Bon, je ne vais pas aller détailler un petit peu les différents réseaux parallèles à Internet, les darknets, et puis le contenu qui s'y trouve, les dark web. Mais j'avais principalement étudié sur Tor l'émergence et le développement des échangeurs de crypto-monnaies et comment ils étaient utilisés pour blanchir de l'argent. Puisqu'en fait, dans les crypto-monnaies, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'anonymat. Il y a une pseudonymisation. C'est-à-dire que la blockchain de Bitcoin, par exemple, il y a une forme de pseudonymité. Dans le sens où, alors d'accord, on n'a pas votre nom quand vous faites un achat, mais on a votre wallet. Et cette transaction, elle est tracée dans la blockchain, qui est un ledger immuable et ouvert à tous, et complètement transparent. Donc c'est un peu le paradoxe, hein, de la blockchain entre transparence et le secret, vague, mais du wallet. Et donc, on peut faire de la blockchain analysis, c'est ce qu'on fait à Europol, à Interpol, et la gendarmerie nationale et autres, hein. On fait de l'analyse d'une blockchain pour retracer les transactions. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, on arrive à retracer un gars c'était un cybercriminel notoire, qui, en 2005, avait fait une transaction en blockchain sans utiliser un tumbler de crypto-monnaie, donc sans obfusquer un petit peu son wallet et sans faire de blanchiment d'argent. Du coup, il avait utilisé son compte personnel pour faire une transaction. Derrière, son business s'était développé, c'était devenu en fait un gros revendeur de logiciels malveillants. Et c'est grâce à une analyse de la blockchain de Bitcoin qu'on a pu le retrouver avec ces transactions de 2015. Mais voilà, en fait, pour faire face à ça, les cybercriminels se sont un peu améliorés et maintenant mettent en œuvre des blanchisseries de crypto-monnaies, donc en fait des services un peu spéciaux qui vont servir à obfusquer un peu la trace de l'argent, ou alors tout simplement ils vont utiliser des échangeurs et faire des échanges successifs pour passer par exemple d'Ethereum d'une blockchain à une autre, encore une autre et encore une autre, en multipliant les wallets, pour que ça devienne extrêmement compliqué à tracer en faisant une blockchain analysis. Donc, chaque fois qu'on s'oppose à la régulation des crypto-monnaies, pensons que derrière, il y a toujours des enjeux quand même de criminalité, si je résume. Et on a des cas aujourd'hui de type FTX qui nous montrent qu'il y a urgence sans doute à se saisir du sujet. Merci Jean-Louis Richet. Merci.